Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le retour de Jean-Yves Le Drian au Liban marque une nouvelle étape dans la pression internationale exercée sur les autorités libanaises entre attentes et réformes et enjeux sécuritaires. Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial du président Macron, est de retour à Beyrouth pour une visite à la fois politique, économique et sécuritaire. Selon des sources diplomatiques, sa mission est d'évaluer l'avancement des réformes promises et de préparer le terrain pour une conférence internationale de reconstruction prévue à Paris avant la fin de l'année. Ces rencontres avec les plus hauts responsables de l'État portent sur des dossiers bien précis: le désarmement des forces non étatiques, le rôle de la FINUL et l'avenir économique du pays. Mais en toile de fond, une autre diplomatie s'active, celle des États-Unis. Thomas Barak, nouveau responsable du dossier syrien à Washington, serait à Beyrouth en fin de semaine. Les messages convoyés sont clairs: sans engagement fort de l'État libanais à reprendre le contrôle des armes et à mener des réformes structurelles, plus aucun soutien international ne pourra être débloqué. La visite de Jean-Yves Le Drian est entrevue comme un dernier appel au pouvoir libanais, sommé de choisir entre réforme ou isolement. En contrepartie, c'est un message de réforme que le Premier ministre libanais Nawaf Salam a livré lors de la conférence pour la reconstruction du Liban. Un discours marqué par un engagement clair de reprendre le contrôle total de la souveraineté nationale. Le Premier ministre Nawaf Salam a affirmé que l'État a mis la main sur plus de 500 dépôts dans le sud du pays et appelle à des réformes profondes pour reconstruire un Liban en crise. L'État doit imposer son autorité sur toutes les forces armées présentes sur son sol, a-t-il affirmé. Il a relevé un chiffre inédit: plus de 500 dépôts d'armes ont été confisqués dans le sud du Liban. Une opération menée dans le but de stabiliser une région en proie aux tensions chroniques avec Israël. Le chef du gouvernement a aussi évoqué les 5 positions israéliennes encore occupées à la frontière. Il appelle la communauté internationale à faire pression sur Israël pour un retrait total. En parallèle, le Premier ministre a annoncé le renforcement de la sécurité à l'aéroport international de Beyrouth, alors que le pays reste exposé à divers risques sécuritaires. Mais le chef du cabinet a surtout insisté sur les racines de la crise libanaise: mauvaise gouvernance, impunité, effondrement du secteur financier. Il plaide pour une refondation profonde de l'État. Israël a visé des infrastructures dans l'aéroport de Hodeïda, une escalade de plus dans la guerre de l'ombre qui s'étend bien au-delà de Gaza. La marine israélienne a visé des installations dans le port de Hodeïda, à l'ouest du Yémen. Objectif: des cibles outils qualifiées de terroristes par Tel Aviv. Selon un communiqué de l'armée israélienne, les frappes sont survenues en réponse aux tirs de missiles et de drones sur Israël. Les navires lance-missiles israéliens ont frappé des infrastructures du régime Houthi. Les Houthis, soutenus par l'Iran, mènent depuis des mois des attaques contre Israël en solidarité avec les Palestiniens. La plupart de leurs projectiles ont été interceptés, mais certains ont atteint leur cible, comme ce missile qui, le 4 mai, a touché l'aéroport Ben Gourion. La veille, Israël avait appelé à évacuer 3 ports yéménites, Ras Issa, Al-Salif et Hodeïda, prévenant de frappes imminentes. Une première alerte publique dans ce conflit périphérique qui s'intensifie. Sur place, les Houthis ont confirmé les frappes sans mentionner de victimes, mais les quais du port, crucial pour les importations humanitaires, ont été touchés selon des témoins. En mai dernier, l'aviation israélienne avait détruit le dernier avion encore en service à l'aéroport de Sanaa. D'autres frappes ont visé les infrastructures de transport et les entrepôts Houthis. Si les attaques se poursuivent, les Houthis feront face à un blocus naval et aérien, a averti Israël Katz, le ministre de la Défense. Interceptés par Israël en mer, les passagers du voilier Madeleine, dont Greta Thunberg et Rima Hassan, ont été rapatriés
La coalition de la flottille pour la liberté dénonce une détention légale et un scandale humanitaire. Les militants pro-palestiniens ont d'abord été transférés à l'aéroport de Tel Aviv. Intercepté en mer par la marine israélienne, le voilier Madeleine a été conduit lundi soir au port d'Ashdod. À son bord, 12 militants pro-palestiniens venus d'Europe et d'Amérique du Sud, dont Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. L'opération a eu lieu dans des conditions tendues. Selon la coalition de la flottille pour la liberté, les passagers ont été interceptés dans les eaux internationales. Certains ont même jeté leur téléphone à la mer. Greta Thunberg avait enregistré une vidéo dans laquelle elle souligne « Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été kidnappés ». Les militants ont été transférés à l'aéroport de Tel Aviv pour y être rapatriés. Israël précise que ceux qui refusent de signer les documents d'expulsion seront présentés à un juge. La coalition dénonce une détention illégale contraire au droit international. Le bateau, parti d'Italie le 1er juin, voulait briser le blocus imposé à Gaza, enclave dévastée par plus de 20 mois de guerre. L'affaire ravive le souvenir tragique de 2010 où 10 militants avaient été tués lors d'un raid israélien sur une précédente flottille. La réaction a été immédiate. Des rassemblements ont eu lieu à Paris, Lyon ou Marseille. Emmanuel Macron a exigé la protection des 6 Français à bord. Ankara, Madrid et Stockholm dénoncent une provocation. La Turquie a estimé qu'il s'agit d'une attaque odieuse et une violation flagrante du droit international. Israël, de son côté, affirme avoir intercepté le Madeleine pour empêcher tout transfert d'armes au Hamas. Mais pour l'ONU, le siège prive Gaza d'aide vitale. Plus de 54 500 Palestiniens ont péri depuis octobre 2023. Une nouvelle réunion Iran-États-Unis est prévue sur le nucléaire dimanche à Oman. Malgré l'escalade verbale, Téhéran promet une contre-proposition alors que les tensions avec l'AIEA s'intensifient. Nouvelle tentative diplomatique entre Washington et Téhéran. Les deux ennemis historiques vont se retrouver indirectement dimanche à Mascate, capitale du sultanat d'Oman. En jeu, un accord nucléaire toujours hors de portée. Ismail Bagaï, porte-parole iranien, a bien déclaré « Le prochain cycle de négociations indirectes aura lieu dimanche. Nous proposerons une offre équilibrée et raisonnable. » Donald Trump, lui, parle d'une offre raisonnable déjà transmise à l'Iran. Mais côté iranien, on dénonce un plan flou, sans mention claire de la levée des sanctions, point clé pour Téhéran. Hamad Bakr Kalibaf, le président du Parlement iranien, a estimé que cette proposition manque d'honnêteté. Si les Américains veulent un accord, qu'ils changent d'approche. Le cœur du désaccord reste l'enrichissement d'uranium. Les États-Unis exigent un arrêt total. Téhéran refuse catégoriquement, invoquant son droit en tant que signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Donald Trump l'a maintes fois répété. Ils veulent l'enrichissement, ils ne peuvent pas l'avoir. En parallèle, l'AIEA examine cette semaine les activités nucléaires de l'Iran. L'agence onusienne réclame des réponses sous peine de sanctions. Téhéran menace de réduire sa coopération si une résolution est votée contre lui. Raphaël Grossi, directeur de l'AIEA, a souligné « L'Iran doit pleinement coopérer. Sinon, nous ne pourrons pas garantir que son programme est exclusivement pacifique. » Avant la réunion de Mascate, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, sera à Oslo pour un sommet diplomatique. Il y défendra la position iranienne tout en appelant au dialogue. Face aux manifestations contre sa politique migratoire, Donald Trump renforce sa posture autoritaire en déployant l'armée sans l'accord local. Une décision inédite et controversée, il envoie les Marines à Los Angeles et agite la menace militaire à l'échelle nationale. Il crache, on frappe. C'est en ces mots que Donald Trump a résumé sa stratégie face à la contestation. Une phrase choc qui accompagne une décision sans précédent depuis plus d'un demi-siècle. Envoyer l'armée dans les rues américaines sans l'accord des autorités locales. Samedi, 2000 soldats de la garde nationale ont été déployés à Los Angeles.
Lundi, Trump est allé plus loin. 700 marines, membres actifs de l'armée américaine, ont été envoyés dans la mégapole californienne. Il s'agit d'une escalade inutile et d'un abus de pouvoir selon les ONG de défense des libertés civiles. Le président républicain fait de la lutte contre l'immigration une croisade idéologique. Pour son entourage, cette politique est une bataille pour la civilisation. Officiellement, les marines sont déployées pour protéger les bâtiments fédéraux. Mais Donald Trump n'exclut pas de mobiliser l'armée dans toutes les villes où des manifestations éclateraient. Samedi, le président organisera une parade militaire marquant à la fois les 250 ans de l'armée américaine et son propre 79e anniversaire. Un symbole fort d'un président qui s'affiche en chef de guerre. En Californie, bastion démocrate, les responsables locaux dénoncent un coup de force politique. Trump, lui, les accuse de faiblesse et menace même de poursuites judiciaires. À Yerevan, le traité de paix en négociation avec Bakou ravive les plaies du conflit du Karabakh entre résignation, colère et espoir. Les Arméniens s'interrogent sur ce qu'ils devront encore sacrifier pour obtenir la stabilité. Sous le soleil du printemps, la capitale arménienne semble paisible. Mais derrière le calme, une question hante les esprits. Jusqu'où l'Arménie devra-t-elle aller pour obtenir la paix avec l'Azerbaïdjan? Défaites militaires, pertes humaines, exode massif. Après la reconquête totale du Karabakh par Bakou, Yerevan tente de tourner la page avec un traité de paix historique. Mais les conditions imposées par l'Azerbaïdjan suscitent l'inquiétude. Beaucoup estiment que la politique est toxique, la société divisée. On ne peut pas parler de paix si on est menacé à chaque instant. Le point de crispation, une demande de Bakou pour que l'Arménie modifie sa constitution et renonce à toute revendication sur le Karabakh. Une exigence que le Premier ministre, Nicole Pachinian, veut soumettre à référendum en 2027. Robert Manté-Vossian, ingénieur, critique la situation présente. On ne peut pas tourner la page quand des familles entières de l'Artsakh ont tout perdu. Modifier la Constitution, c'est céder sous la menace. Dans les régions frontalières comme Syunik, l'insécurité est palpable. Les Arméniens redoutent que cette paix imposée soit une illusion. Dans les cafés et les familles, le débat sur le référendum divise. Beaucoup refusent de croire que la question du Karabakh est close. Vaham Artsourni, musicien, insiste. Nous pourrons récupérer l'Artsakh, pas maintenant, mais un jour, si nous restons unis. Entre mémoire douloureuse et incertitude politique, la paix avec l'Azerbaïdjan n'efface pas les blessures. Pour de nombreux Arméniens, l'histoire du Karabakh n'est pas terminée, elle entre simplement dans un nouveau chapitre. Enfin, direction le Japon. Dans la préfecture de Niigata, l'un des greniers à riz du pays, les rizières s'étendent à perte de vue et chaque jour, des ouvriers agricoles s'activent dans la boue pour repiquer le semis de riz. Un travail exigeant face à une forte augmentation du prix du riz ces derniers mois. Au Japon, le riz, aliment de base dans tous les foyers, est au cœur d'une crise silencieuse. Le prix du riz a connu une forte hausse ces derniers mois, suscitant des inquiétudes chez les consommateurs comme chez les producteurs. Illustration dans la préfecture de Niigata, l'un des principaux greniers à riz du pays. Les pieds dans l'eau, le dos courbé sous un soleil déjà lourd, ces ouvriers agricoles de Niigata s'activent. C'est la saison du repiquage, un moment crucial pour la récolte à venir. Ici, on plante à la main, semis après semis, dans le respect d'un savoir-faire ancestral. Taro Yamada, agriculteur, explique « C'est un travail dur, on commence très tôt le matin. Le riz de Niigata est réputé dans tout le Japon, alors on n'a pas le droit à l'erreur. Mais cette année, même l'excellence ne suffit plus à rassurer les producteurs. Résultat, les prix du riz ont bondi de près de 30% dans certaines régions. Un choc pour les consommateurs. Face à la hausse, certaines coopératives agricoles tirent la sonnette d'alarme. Elles s'inquiètent de voir le Japon importer davantage du riz. En attente, dans les rizières de Niigata, la vie suit son cours. Les semis sont repiqués, les lignes se forment dans l'eau régulières et précises comme un symbole de résilience paysanne. Un défi que les autorités japonaises devront lever rapidement pour protéger leurs agriculteurs
et garantir la sécurité alimentaire du pays. C'est la fin de ce journal. Merci à vous. Bonsoir.